Bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Tombouctou, Gao, Kidal, reprise aux djihadistes. On va en parler au cours de cette émission et très probablement Kidal dans les prochaines heures. On va également parler du deuxième anniversaire de la révolution en Égypte et le deuxième et dernier mandat de Barack Obama à la Maison-Blanche. Des questions qui seront abordées par nos invités. Souri de Moti du journal La Nouvelle Patrie, Alexis Calambri des Échos, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. Le Mali en passe de recouvrer son intégrité territoriale après avoir repris Gao aux djihadistes ce samedi. Les troupes franco-maliennes, avec des images qui vont venir d'un instant à l'autre, les troupes franco-maliennes sont en train d'entrer à Tombouctou et très probablement à Kidal dans peu de temps. Tombouctou, Gao, Kidal, des localités abandonnées par les islamistes. Alexis Calambri, il aura fallu que 2 semaines aux forces françaises, également maliennes, pour bouter les rebelles hors du territoire malien. Est-ce qu'on les avait surestimés, les mouvements djihadistes, ou tout simplement il n'y a pas de commune mesure avec la force de frappe? Non, on n'avait pas sous-estimé, on ne l'avait pas surestimé non plus, mais ce qui se passe, c'est que c'était prévisible que le plus dur ne serait pas la reconquête des villes. Ça, c'était presque sûr que pour reprendre les villes, ça n'allait pas être difficile parce que déjà qu'il y a un divorce entre les occupants et les populations au plan local. Bon, le plus dur est à venir, mais ce n'était pas dans les villes. Ok, Souri de Moti, par rapport à la reprise de Tombouctou, Gao et très probablement Kidal. Oui, moi je dis que ce serait une très bonne chose. On n'a pas surestimé en Sardine ou Mijao, mais seulement la force qu'on leur a opposée était beaucoup plus forte, à savoir l'aviation française. Donc Gao est tombé, Kidal est sur le point de l'être, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mahamadou Kamara, sur la question. Oui, je dirais que par rapport à l'armée malienne, on les a sans doute sous-estimés. Si vous comparez l'armée malienne, si on regarde les événements à Konna, il est évident que sans l'intervention française, le Mali aurait été en difficulté. Par contre, par rapport à l'armée française, qui est l'une des meilleures du monde, il est évident qu'il n'avait aucune chance, en tout cas, de gagner une guerre classique. Donc je pense que maintenant qu'ils ont été chassés de Gao et bientôt des grandes villes, des autres grandes villes, Kidal et Tombouctou, ils vont se livrer à une guerre asymétrique, une sorte de guérilla, etc. Et là, ce sera plus difficile pour des armées classiques traditionnelles comme la France, le Mali ou les autres qui sont en train d'arriver. Serge Daniel. Je pense que les islamistes ont été surpris de la réaction de la communauté internationale. Ils n'ont jamais pensé qu'à Konna, on les aurait stoppés brutalement comme les Français ont fait. Les moyens aériens ont fait la différence. Si vous prenez de Konna à Kidal, où visiblement ils sont allés se réfugier, vous avez facilement 800-900 km. C'est-à-dire qu'ils ont reculé de 900 km en moins de 2 semaines. La France a joué un rôle déterminant, disons les choses clairement sur le terrain. Et je n'ai pas tellement été surpris par ce qui est arrivé, parce que j'ai toujours estimé que sur le terrain, le plus important, le plus dur, c'était pas le départ des djihadistes des localités qu'ils occupaient, mais le plus difficile était plutôt de récupérer ces localités, de les administrer, de les sécuriser, de faire revenir les réfugiés, les personnes déplacées, et qu'il y ait une vie normale à nouveau dans ces localités. Et justement, c'est la question que j'allais poser. Maintenant, sur une next step, est-ce qu'il faut tout de suite un retour de l'administration? Qu'est-ce qui doit être fait à court terme? Bon, moi je pense que pour ne pas revenir sur ce que le ministre de l'administration et le ministre des Affaires étrangères, Tchama Hubert, a dit ce matin au micro de Christian Babouvier, qu'il faut libérer, qu'il faut nettoyer, mais qu'il faut aussi stabiliser. Donc est-ce que le retour de l'administration va se faire sans que les forces tampons n'existent? Moi je ne pense pas. Je crois que lorsqu'on va avancer sur le terrain, qu'on va occuper chaque ville, chaque localité, il faut qu'il y ait une force pour sécuriser la ville afin que l'administration puisse venir. Sinon, c'est difficile. Ça va être le rôle de 7000 hommes. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que l'administration revienne le plus rapidement possible. C'est-à-dire,
on a vu, disons, on craint des événements, notamment des pillages, notamment des règlements de comptes. La présence de l'administration serait d'abord un signal fort pour vraiment symboliser le retour au Mali de ces localités, et ensuite serait assez dissuasif pour certaines actions isolées. Je pense qu'il faut que l'administration suive pourtant. Ok, Mamadou Kamara, ensuite Serge. Oui, pour moi, l'administration, c'est également la police et l'armée. Il est évident que ces forces-là doivent arriver les premières sur le terrain, sécuriser le terrain, et ensuite viendra l'administration, je dirais, des collectivités territoriales, les gouverneurs de région, les préfets, les maires, etc., pour que les citoyens de ces régions-là retrouvent un semblant de vie normale. Donc ça va prendre du temps, mais à mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut être prudent parce que la guerre n'est pas terminée. Le boulot n'est pas terminé, comme le disent les militaires. Il y a une expression qu'ils utilisent, c'est qu'ils vont aller chercher les islamistes à la fourchette escargot. Vous voyez, la fourchette qui va chercher l'escargot, il faut vraiment aller au contact. Pour le moment, il n'y a pas eu de corps à corps entre les troupes loyalistes, entre les alliés et les islamistes. Ça, c'est très important. Ils sont plutôt peut-être réfugiés dans la région de Kidal. La région de Kidal, vous avez 260 000 km². C'est énorme, c'est vaste, c'est comme exactement quasiment la superficie du Bénin et du Togo réunis. Et sur les 260 000 km², vous avez 150 000 km² de massifs rocheux. Donc la guerre n'est pas terminée. Ce qu'il faut souhaiter en revanche, c'est que les localités, au fur et à mesure on prend une localité, il faut le retour, il faut sécuriser la zone. Par exemple, on a repris Konan, il faut sécuriser cette zone-là. On a repris Douanza, il faut sécuriser Douanza. Un retour de l'administration. Aller plutôt à dose, à mon avis, homéopathique et non à dose de cheval, parce que si demain vous allez installer l'administration à Gao, si vous allez installer l'administration à Tombouctou, ce sera difficilement gérable. Ok, il faut sécuriser la zone et reprise. Est-ce que là, c'est d'après le boulot des forces de la CEDEAO qui ont du mal à se projeter, à se déployer sur le terrain, Sori de Moti? Mais les forces, la mission, a été revue de 6 000 à 7 000. De 3 000 à 6 000, je crois 6 200. La mission s'annonce pour la mi-février, je crois. Donc, si elle arrive, c'est pour justement prendre le relais des forces qui sont en train d'occuper le terrain, qui sont en train de libérer. Et je pense que la MISMA arrive pour s'installer dans les localités qui ont été libérées. Je pense que la MISMA est déjà là en partie, notamment les forces nigériennes appuyées par les Tchadiens qui ne sont pas membres de la MISMA. Absolument. Donc, effectivement, donc ce que dit Sori est déjà en train de se faire dans certaines villes. Markala, donc près de Ségou, et également Gao depuis aujourd'hui. Okay. Pas Gao, forcément. Il faut penser à... Pardon, j'ai arraché la parole, ça se fait pas. Il faut penser à Douanza, par exemple. Moi, je pense que Douanza doit tout de suite, à mon avis, être occupé, plus sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'administration, pour que ça donne envie aux populations qui sont parties de revenir. Parce que le problème, c'est que si vous prenez Gao intramuros, en temps normal, vous avez 70 à 80 000 habitants. Aujourd'hui, vous devez avoir 30 à 50 000 habitants. Où sont les 50 000 autres? Ils ne viendront pas s'il n'y a pas la sécurité. Okay. Oui, bien sûr, c'est dit qu'il faut ce retour progressif de l'administration, surtout qu'il y a un travail d'évaluation à faire, parce que les archives n'existent plus. Souvent, par exemple, souvent les locaux même n'existent pas. Donc, il faut cette présence, comme je le disais, pour rassurer ceux qui sont partis, qu'ils puissent revenir, qu'ils puissent avoir du répondant, qu'on puisse recenser les vrais problèmes et que, ça suit progressivement. Mais, dans tous les cas, déjà, à mon avis, la MISMA est en partie présente et en dehors des Burkinabés, des Tchadiens, des Nigériens, je pense que l'état-major, même si elle n'est pas tout à fait opérationnelle, se met en place à Bamako. Je pense qu'il y a une coordination couplée un peu à la mission du général Lecointre. Je pense que ça peut marcher. Okay. Et puis il y a la situation au sud aussi. La MISMA, c'est une mission international du soutien au Mali. Le soutien, c'est pas seulement de se les débarrasser des djihadistes. François Hollande a dit, il faut que le processus électoral se mette sur les rails. On va voter, mais si on veut voter, c'est exactement comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après la crise, il faut des institutions démocratiques, dont je pense qu'une partie de ces troupes, des troupes de la MISMA, vont rester sur le terrain, amener par exemple comment on appelle ça, les bureaux de vote, les feuilles, les urnes, etc. Et ça, je pense
pense que ça va permettre de stabiliser aussi le front sud, parce que vous avez 3 fronts actuellement. Vous avez le front sud, le front centre et le front nord. Ok, Camara qui voulait ajouter quelque chose. Oui, simplement pour favoriser le retour des compatriotes réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur, il faut aussi remettre en place le service public. Donc on sait qu'à Tombouctou notamment, il n'y a plus d'électricité ni d'eau depuis plusieurs jours. Les connexions internet, téléphoniques, etc. ont été coupées dans toutes les villes du Nord depuis un moment. Donc il faut aussi que le service public, à travers l'État, se remette en place. Les banques, les hôpitaux, c'est lourd. C'est un travail de longue haleine. La guerre n'est pas terminée, à mon avis. Ok. Quand même, il y a eu 2 offres de dialogue, notamment émanant du MUGEO et puis de Ansardine, qui s'est d'ailleurs fissuré. Quelle est la réponse qu'on doit apporter à ces offres-là? Sori de Moti. À mon avis, le Premier ministre français, quand même, il a été catégorique par rapport au MUGEO. Oui, moi, à mon avis, je pense que le dialogue ou les négociations ne doivent pas être à l'ordre du jour, qu'on continue d'abord avec la guerre et après on verra. Mais quant à dire qu'aujourd'hui, le mouvement qui est proche de Intala, Eglebas Ag Intala, demande à négocier avec le Mali, moi je ne pense pas que ça soit opportun dans la simple mesure que Intala et Yad ne sont pas très loin l'un de l'autre. Ok. Alexis, par rapport aux offres de dialogue, la guerre se mène sur le front de la communication et également sur un front militaire. Et je pense que nous avons péché, nous continuons à être très faibles sur le plan de la communication. Ces gens, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité, poussent des pions. Maintenant, ils veulent se faire passer comme des gens qui veulent le dialogue et qu'en face, il n'y a pas de répondant. Sinon, même le nouveau mouvement qui est créé ne renonce à rien. C'est-à-dire, ce mouvement islamique de l'Azawad. Alors que le postulat de base aurait fallu qu'on renonce à l'Azawad, qu'on renonce à l'option islamique. Donc, à mon avis, c'est juste des éléments de communication, c'est juste un aspect et il faut le reconnaître sur ce plan. La rébellion a beaucoup communiqué, a mieux communiqué. Mais ce qui est intéressant dans ces 2 communiqués du Moujao, en ce qui concerne le Moujao, c'est Walid Abou Sahlaoui, qui est le porte-parole du Moujao, lui-même qui a fait cette offre de négociation. C'est la première fois qu'ils disent on va négocier pour libérer nos États. Ça veut dire quand même qu'ils sont en position de faiblesse. Ils veulent peut-être gagner du temps, mais ils sont en position de faiblesse. Il ne faut pas oublier que Belmokhtar alias Khaled, quand il a attaqué récemment un site algérien, il a dit, nous sommes prêts, arrêtez les bombardements, nous allons négocier. Ensuite, lorsque vous voyez une scission apparente, parce que c'est de manière nominale, à mon avis, au sein d'Ansardine, qui devient le MIA, et ils ont fait un 2e communiqué ce dimanche en disant, nous débarquons cette fois-ci de Yadar Ali. Est-ce que c'est de la communication? Je crois qu'il y a une dose de communication, mais il faut voir la réalité. Ceux-là qui disaient encore, il y a 1 mois ou il y a 2 mois, nous sommes contre les bombardements contre les positions d'Aqmi, parce que ce sont des islamistes, des musulmans comme nous, ils se démarquent aujourd'hui, en fait, c'est une manière de dire, nous voulons, à mon avis, sauver notre tête. Ce qui intéresse le MIA, je crois, c'est la dominante Iforas, c'est-à-dire c'est des Touaregs de la tribu des Iforas, de la région du Kidal, ils veulent plutôt sauver leur région et abandonner les 2 autres régions. Ok, il ne faut pas les croire non plus, Camara. Bon, moi j'ai envie de dire, ces gens-là ne manquent pas de culot. Quand on crée un mouvement et qu'on s'appelle mouvement islamique de l'Azawad, alors que comme l'a dit Alexis, c'est justement les 2 points sur lesquels le Mali a été très clair, on ne négocie pas, ça veut dire clairement qu'ils ne vont pas à la négociation sur de bonnes bases. Cela dit, je pense que c'est de bonne guerre lorsqu'on est en difficulté d'appeler au dialogue. Maintenant, il est important qu'on préserve quand même les bases de ce que serait un dialogue post-conflit. Il faut que les Maliens se retrouvent. Le MIA, d'après ce que j'ai compris, sont des Maliens, d'ethnie Touareg effectivement. Il y a le MNLA qui aussi tend des perches. Et peut-être que ces 2 regroupements vont aller dans le sens d'un rapprochement pour pouvoir peser dans les négociations qui vont se faire, peut-être dans le cadre d'assises nationales où on devrait, à mon avis, réunir l'ensemble des communautés du Nord Mali et pas exclusivement avoir un débat gouvernement du Mali, Touareg. Quand même, il y a cette équation. Si tu permets, l'autre aspect, c'est que cette guerre remet beaucoup de choses en cause. Et à mon avis, avec la reconquête, plus rien ne sera comme avant. Aussi bien parmi ceux qui seront remis en cause, on peut citer cette stratification qu'on voit dans les tribus Touareg.
C'est-à-dire qu'il y a une hégémonie que certains vont perdre parce qu'ils ont toujours entraîné d'autres dans des aventures qui n'ont jamais été fructueuses. Le peuple a toujours payé, les chefs s'en sortent toujours bien. Je pense que certains perçoivent cette perte de privilèges et de leadership qui fait que... Parce que Serge, quand même, il y a cette équation, et même après la défaite des djihadistes, il faut trouver quelqu'un à qui parler, hein, quelqu'un au niveau des communautés du Nord. Hein, ça c'est évident. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, en Mauritanie, vous avez des réfugiés. En Burkina Faso, vous avez des réfugiés. On parle beaucoup des réfugiés, mais on oublie quelque chose, M. Tangara. C'est qu'à l'intérieur du territoire malien, vous avez des milliers de déplacés. C'est-à-dire des gens qui ont quitté, par exemple, Gao, Tombouctou, mais qui sont sur le territoire malien. Si, effectivement, ils doivent revenir dans les localités qu'ils ont abandonnées, il faut forcément qu'ils aient confiance à l'administration, qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe, et je pense que c'est tout à fait normal. L'autre aspect, voilà, moi, alors j'ai accompagné le Premier ministre à Nouakchott. Ah, vous avez eu la chance, vous. Ah, bon. Oui. Il a rencontré la communauté Touareg, et justement, il y a un représentant de la communauté qui a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, le jour où vous voudrez négocier, faites en sorte que nous soyons présents. Parce que on se connaît, ces gens qui ont toujours parlé en nos noms, sans avoir de mandat de notre part, qui racontent des choses qui ne sont pas vraies, faites en sorte que nous soyons là pour leur apporter la contradiction. Donc je pense que cet élément est très important. D'accord. Pratiquement c'est la même chose. Moi je veux espérer qu'au sortir de cette guerre, qu'il n'y ait plus de famille et d'une famille au-dessus de l'autre, que toutes les tribus et Touareg et autres soient traités sur le même pied d'égalité, qu'il n'y ait plus de suprématie ou de leadership d'une tribu par rapport à une autre. Ce serait une très bonne chose. Okay. Il y a un autre aspect par rapport au Nord qui est très très important, c'est qu'il y a des organisations humanitaires, la FIDH, Human Rights Watch, qui sont en train souvent d'accabler les forces armées d'exaction. Est-ce que ces accusations-là peuvent délégitimer un peu cet élan international vers le Mali? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être dit à ce niveau-là? Je crois que ça a été dit quand même, lorsque un communiqué du gouvernement qui parlait des exactions et autres, le gouvernement quand même mettait en garde. Mais moi, je me démarque absolument des remarques des ONG humanitaires et autres qui, pour un oui ou un non, parlent d'exactions. Je ne souscris pas. Je crois que l'idéal, le gouvernement l'a dit clairement, il faut respecter les droits de l'homme. Il y a eu, lorsque les djihadistes, ou avant ça le MNLA, ont mis pied dans le nord du Mali, les mêmes associations des droits de l'homme ont dénoncé les exactions commises par le MNLA, le Moujao, l'Ansardine, Boko Haram, etc. Ils sont dans leur rôle. Mais le gouvernement, de son côté, je crois que le ministre de la Défense a reçu les responsables de ces associations de défense des droits de l'homme. Le gouvernement est dans son rôle de répondre. Et je crois que le capitaine Modibo, je ne me trompe pas, de l'armée, on l'a vu sur toutes les chaînes récemment dire que le message est clair, c'est que les militaires qui vont se rendre coupables d'abus ou d'exactions, ça a été clair que la hiérarchie a déclaré que ces agents, ces soldats seront punis. Mais tant, il faut voir si dans les actes, c'est fait effectivement. Ce qui est important, déjà, c'est de comprendre que ce n'est pas un acte pensé au sommet. Maintenant, la stratégie va consister à faire en sorte qu'individuellement, les gens soient sensibilisés, que les gens puissent faire violence sur eux-mêmes, comprendre que leur rôle, c'est de respecter les lois. Et ce n'est même pas seulement une question de couleur de peau. Je vais vous dire, à 50 km au sud de Douanza, il y a un sage, un saint respecté de tous qui a disparu pendant une semaine. On a retrouvé son corps criblé de balles. Et il était noir, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr. Ok. Donc, Camara, par rapport aux exactions. Oui, non, moi je pense que c'est un point crucial. Qu'il faut préparer la gestion post-conflit. Le principal enjeu du temps post-conflit, c'est pour moi la réconciliation nationale. Il faut qu'enfin tous les fils de ce pays, toutes les communautés se retrouvent dans l'ensemble national et soient fiers d'être maliens. Lorsque on entend qu'il y a eu des exactions contre telle ou telle personne sur la base de sa couleur de peau et souvent sur la base de simples dénonciations, c'est dangereux et c'est grave. Ça peut aller très loin. D'une part, vous le disiez, ça peut discréditer l'action qui est en cours. On sait le rôle et la force des ONG dans des pays comme la France. Et deuxièmement, ça peut gréver
la réconciliation qui devra se faire après le conflit. Donc il est important que le gouvernement appelle à la retenue. Ce qui a été dit cette semaine est très bien de la part du ministre de la Défense, de la part du colonel Dako, de la part de responsables de la société civile comme le président Mahmoud Diko, président du HCI, qui a dit clairement c'est pas parce qu'on est clair de peau qu'on est islamiste, qu'on est terroriste. Donc il faut continuer ce travail de communication, de pédagogie, parce que c'est le plus important. Il faut préserver ce qui nous reste de tissu national et faire tout pour qu'il ne soit pas davantage déchiré. Oui, et l'autre aspect, comme je le disais, c'est une guerre médiatique. On a vu que le MNLA a beaucoup embrayé sur cette question-là. À la limite, ça sert souvent à certains de se remettre dans la course, d'avoir des arguments, de se légitimer, de se victimiser. Donc, c'est important d'être très vigilant sur ces questions et comme le gouvernement l'a fait jusque-là, l'armée l'a fait, c'est de se démarquer clairement de cette option, de dire que ce n'est pas une option nationale. Et à terme, il faut qu'il y ait des sanctions. Je voulais ajouter rapidement que la CPI est en train de mener actuellement une enquête sur cette période-là. Ça concerne tous les groupes armés. Ensuite, le Mali même, le ministère de la Justice est en train d'instruire sur le plan intérieur une action en justice. Donc, si demain vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de vous attaquer à une personne à cause de la couleur de sa peau, vous pouvez facilement être passé devant les tribunaux. Ok, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci c'est la bonne, c'est la dernière, puisque la question, l'irrédentisme, Touareg, je ne vais pas parler de rébellion, a été comme une hydre de l'ère 1963-1964, 1989, les années 2000. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on n'en parle plus, pour que ce soit définitivement résolu? Est-ce qu'on peut l'envisager déjà, Alexis? Alors, c'est déjà bien que les Français soient là, que la communauté internationale soit là. C'est-à-dire, de tout temps, au Mali, on a dit il n'y a pas de délit de faciès. On n'en veut pas à quelqu'un de par sa couleur de peau, de par son ethnie. D'ailleurs, je pense que certains ont des grilles dans lesquelles ils veulent mettre des gens. C'est-à-dire, ça ne marche pas au Mali. Il est Camara, mais je ne peux pas dire il est de telle ethnie. C'est-à-dire, au Mali, pour connaître l'ethnie de quelqu'un, il faut lui poser la question. À Gao, on dit que chaque Touareg a son Sorin, chaque Soraï a son mort. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette volonté commune de vivre ensemble. Si vous prenez la sous-région, le Mali, c'est quasiment l'un des seuls pays où les éléments constitutifs d'une nation existent, c'est-à-dire cette volonté de vivre ensemble, de cousinage, etc. Maintenant, est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'on ne parlera plus d'irrédentisme, de rébellion, etc. Ça dépendra de ce que les Maliens décideront. Faisons le bilan de ce qui a été fait pendant toutes ces rébellions en termes de réconciliation, en termes d'investissement, etc. Où sont passés ces investissements? Est-ce que la dimension culturelle du développement n'a pas manqué dans ces investissements? J'ai vu par exemple en Mauritanie, qui est une zone également désertique, que le président Aziz, ce que lui propose aux communautés, par exemple, dans les zones désertiques, parce que la densité, c'est par exemple 1,7 habitants par kilomètre carré. Dans la région de Kidal, c'est 0,87 habitants par kilomètre carré. Lui, il propose, par exemple, de se regrouper, que 3 campements se regroupent en un campement. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité, et c'est autogéré, si vous voulez. Donc, il faut, à mon avis, également repenser le développement dans cette partie du nord du Mali. Ok. Camara. La réponse à votre question dépend justement de la réponse qu'on va apporter à tous ces problèmes-là. Bon, il est évident que c'est pas au cours d'une transition qu'on pourra régler de manière définitive les problèmes du Nord Mali, le problème de l'irrédentisme. Moi, je pense que ça passe par des élections claires et transparentes, au cours desquelles sera élu un pouvoir légitime. À partir de là, ce pouvoir-là devrait être capable de rassembler les Maliens autour d'assises nationales, l'ensemble des communautés du pays, et de réfléchir à la manière de penser effectivement un nouveau développement pour le Nord Mali. Parce que qu'est-ce que disent ceux qui prennent les armes régulièrement contre le Mali? Ils disent on a exclu, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de développement. Voilà, le point crucial, c'est l'État et le développement. On dit que le Mali a l'une des meilleures lois de décentralisation, qui date, je crois, de 92-93. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été en partie appliquée par faute de moyens et parfois de volonté politique. Donc il faut s'asseoir, essayer de faire en sorte que l'État aille le plus loin possible au niveau local et que chaque population sente qu'elle s'administre elle-même. Et à partir de là, elle pourra tenir compte des particularités culturelles, ethniques, etc. Ok, sorry.
Ok, sur le point quand même, hein, si on va à Kidal, personnellement quand j'étais à Kidal, j'ai été surpris, la route Gao-Kidal, que ce ne soit pas bitumé, alors qu'on parle de milliards d'investissements dans cette zone-là. Le mardi prochain, Alexis, le Premier ministre sera devant les députés, justement par rapport à la feuille de route de la transition. Ça aurait pu être une déclaration de politique générale, en temps normal. Oui, c'est une déclaration de politique générale, sauf que, bon, cette fois-ci, ça ne lie pas le gouvernement, ça lie notre sort à nous tous pendant la durée de la transition, en fixant, bon, ça ne parle pas encore de la durée, mais ça fixe le disons le budget. Mais la durée, elle est connue. La deadline est fixée, la date butoir. Ouais. C'est fin juillet. La feuille de route qui a été adoptée par le Conseil des ministres, ce n'est pas clair. C'est pas clair, effectivement. Je ne sais pas si on va finir la guerre en avril. Là. Voilà, Parce qu'il y a deux éléments essentiels dans cette feuille de route. Il y a le conflit, c'est-à-dire récupérer les 3 régions du Nord et organiser les élections. Mais ce qui est intéressant dans la feuille de route, je ne sais pas si Alexis l'a lu, Alex Camara, c'est pas sûr. Si, il y a un point important, c'est sur le plan de la justice. C'est de dire que il y a une phrase qui concerne quasiment directement les militaires, ou enfin ceux qui sont arrêtés aujourd'hui. C'est-à-dire, la phrase, si je résume, c'est ceux qui sont arrêtés, les arrestations extrajudiciaires doivent cesser, si vous voulez. Donc ça engage tout un processus, voilà. Et l'autre aspect, c'est dit pendant longtemps, on a épilogué sur les élections avant la libération du Nord, les élections de façon concomitante, mais maintenant c'est clair, les élections après la récupération. Et puis il y a une classe politique, à mon avis, qui se rend compte que la réalité est là, qu'il faut faire avec. On avait ceux qui étaient pour les journées de concertation, donc conférence nationale souveraine, ceux qui ne l'étaient pas, et subitement on a l'impression qu'il y a un consensus autour de la situation, du moins de manière apparente. Moi je suis un peu inquiet, et justement par rapport à la durée de la transition, on ne nous dit pas quand est-ce que cette transition va finir. Est-ce qu'elle va finir après la guerre? Et là c'est un autre problème. Et ailleurs, on ne parle nullement également des concertations nationales aussi qui avaient posé problème. Est-ce à dire que on n'en parlera plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de concertation nationale? Je crois que le passage fait peut-être l'unanimité pour le moment. Oui. Sa feuille de route, vous savez combien ça coûte? 112 milliards. Mais je voulais le coincer. 112 milliards de francs CFA. C'est la première fois que vous avez un projet, un programme chiffré. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Avec un financement budget national. Il manque juste le chronogramme. Mais juste par rapport aux concertations nationales, il me semble que pendant un moment, tout le monde était d'accord. Et ces concertations étaient à l'initiative du chef de l'État, président de la République par intérim, qui a dit à son retour de Paris, je vais organiser ces concertations pour que les Maliens se retrouvent et essayent d'établir un consensus national sur la manière de conduire cette transition. Tout le monde est d'accord sur ça. Il se trouve que les concertations ont été dévoyées par certains qui voyaient une manière de faire la révolution, de changer toutes les têtes à la tête de l'État. Bon, voilà. Aujourd'hui, il est évident que les concertations ne sont plus la priorité du moment. La priorité du moment, c'est de faire la guerre, de la gagner, de remettre l'État sur pied dans les régions qui ont été reconquises. Et à partir de là, je le pense, après l'élection d'un nouveau chef de l'État, d'une nouvelle majorité, que les Maliens puissent s'asseoir autour d'assises nationales, au cours desquelles on va définir justement la manière de vivre ensemble. Mais juste un dernier point, aussi avait fait la proposition avant qu'il ne soit évincé. Oui, mais peut-être qu'il, comme l'a dit ça, celui-là ne faisait pas l'unanimité. Et puis reconnaissait qu'il est resté au pouvoir quasiment 9 mois, un peu plus. Et pendant ces 9 mois, objectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Justement, on n'a pas vu de feuille de route crédible qui soit acceptée d'une part de l'ensemble de la classe politique et de la société civile, et d'autre part de la communauté internationale. Donc il y avait un problème d'Yara, c'est clair. Aujourd'hui, les choses semblent reparties. Mais moi, je veux juste du Mali, est-ce qu'il y a un autre endroit qui puisse répondre à cette quête de légitimité nationale, populaire, en dehors du Parlement, de l'Assemblée nationale, le contexte du Mali aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut l'Assemblée. Et juste avant ça, je pense que le 5 février à Bruxelles, il y a une grande réunion où la feuille de route va être présentée à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies et à toutes les institutions. Alors,
pour trancher toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Donc je pense que le 5 février déjà on sera fixé sur notre sort. Moi je veux juste encore revenir par rapport à la durée de la transition, ce qui m'amène justement à la validité de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le leadership politique aujourd'hui ne peut s'asseoir que sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Mali est sujette à un mandat qui continue. Et cette transition qui vient, qui n'annonce pas sa fin, va poser problème. Est-ce que les gens... Vous pensez à la durée de la transition? Moi, je pense à la durée de la guerre, d'abord. Voilà. Okay. Donc, est-ce à dire que la durée de la transition est liée à la guerre? Mais non, on dit clairement que les élections, c'est après la libération du pays. Voilà. Une réalité, c'est qu'on ne peut pas faire d'élections pendant qu'on est en guerre. Tout à fait. Okay. Deuxième point de cette émission, on est d'ailleurs même en train de s'acheminer vers la fin. L'Égypte, avec le deuxième anniversaire de la révolution sur fond de violence. En 3 jours, plus de 40 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre policiers et manifestants. Le président Morsi, qui avait appelé à des commémorations civilisées, n'a certainement pas été entendu. Jet de pierre, pneus brûlés, usage de gaz lacrymogène. À Alexandrie, c'est ainsi qu'on se souviendra du 2e anniversaire du début de la révolution égyptienne. Certains sont incapables de se relever. Au Caire, la place Tahrir, noire de monde. Parmi les manifestants, les 2 chefs de l'opposition au régime des frères musulmans, Mohamed El Baradei et Hamdin Sabahi. Aujourd'hui, le peuple égyptien est en train de continuer sa révolution. Il est en train de dire non aux frères musulmans, non à un groupe qui contrôle toute la sphère politique. Nous voulons une démocratie constitutionnelle, une justice sociale, le respect des droits des martyrs et la garantie d'élections justes. Dans certaines rues menant à la place, des jeunes, pierres à la main, visent la police. La colère gronde dans une Égypte rongée par le chômage et la crise. Wafa a perdu son fils de 19 ans, mort il y a 2 ans pendant les premières manifestations. Elle accuse désormais le président Mohamed Morsi de trahison. Morsi avait promis qu'il remplirait les objectifs de la révolution, mais il n'a rempli que les objectifs de son parti, les frères musulmans. Il a divisé la nation en 2, mais la révolution va continuer. Et elle remplira les demandes de la population. Le président Morsi a appelé les manifestants au calme pour célébrer de manière civilisée, a-t-il dit, le 2e anniversaire de la révolution égyptienne. Une révolution qui avait fait tomber son prédécesseur Hosni Moubarak. Voilà, Alexis, 2 ans après le départ d'Hosni Moubarak et quelques mois après l'élection d'un président démocratiquement élu, Morsi, les Égyptiens sont souvent dans la rue. Oui, est-ce qu'on peut le comprendre? Non, ça se comprend. Je pense que ils ont compris peut-être tardivement qu'ils ont été dupés, que la révolution a été dévoyée, que Morsi n'est pas ce qu'on croyait, exactement comme ceux qui ont voté à Tété, qui ont trouvé après que c'était pas le bon cheval. Donc je pense que franchement... Tété n'est pas un cheval. Non, certains ne seront pas d'accord. Le PDS ne sera pas d'accord, par exemple. Oui, bon, franchement, Morsi avait pris une couleur, je dirais, assez diluée, assez tolérante, avait réussi quand même à cacher ses vraies intentions. Donc, tous les jours, il pousse ses pions, tant que la rue ne réagit pas, donc, tu vois, c'est un jeu comme ça, mais... Camarade. Oui, bon, c'est dommage de voir que 2 ans après, l'Égypte n'a pas fini sa révolution. Je pense que les Égyptiens, dans leur globalité, ont raté un tournant historique. Ils ont réussi à se débarrasser d'une dictature qui avait plusieurs décennies d'âge, et ils se retrouvent avec au pouvoir des islamistes qui bloquent les libertés individuelles et qui veulent imposer un État islamique. On peut regretter qu'en Égypte, il n'y ait pas eu de force politique assez forte pour, au moment des élections, gagner la bataille électorale face aux frères musulmans et à l'armée d'une part. C'est regrettable. Maintenant, on a une Égypte divisée en 2 et je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir à court terme. Ok, ça je Moi aussi, je pense que le Morsi, moi, il m'avait agréablement surpris au début parce qu'il était arrivé à mettre sur la touche l'oligarchie militaire, c'est-à-dire les militaires qui dirigeaient le pays. Mais par la suite, il est tombé, il a voulu du pouvoir, il est devenu, il a pris la voie d'un autocrate, permettez l'expression, et il m'a
doublement déçu parce qu'il était contre l'intervention étrangère pour libérer le nord du Mali. Ok. Lui, essentiellement, ça m'a un peu comme s'il voulait surfer sur la vague islamiste. L'autre aspect qui inquiète, c'est que l'Égypte, c'est un peu les États-Unis du monde arabe. C'est vraiment la vitrine, c'est vraiment le pays qui pousse. Voilà, c'est la première. Donc, est-ce que ça risque pas de faire tache d'huile? Est-ce que, bon, c'est vrai que pratiquement toutes les révolutions se sont dévoyées dans la région, mais bon, on ne voit pas comment ça peut se récupérer. Ok, Sori, est-ce que les législatives ne seraient pas une très bonne occasion pour l'opposition à Morsi, les prochaines législatives? Mais justement, si les Égyptiens estiment que la révolution a été dévoyée, si les Égyptiens estiment que ce n'est pas de cette gouvernance qu'ils voulaient, alors forcément, Morsi passera à côté. Okay. Dans le cas où on a des forces politiques assez solides pour remporter des batailles électorales, ce qui ne semble pas être le cas. L'opposition n'est pas très organisée en Égypte. Ok. Dernier point de cette émission, les États-Unis, avec la prestation de serment lundi dernier du président Barack Obama pour son deuxième et ultime mandat à la Maison-Blanche. Le temps fort de la cérémonie à travers ce reportage. Accueilli comme une rockstar, Michelle Obama fait son entrée dans une robe de cocktail rouge rubis signée Jason Wu. Et devant des dizaines de milliers d'invités, le couple présidentiel ouvre le bal. Un moment de complicité sur la chanson I'm Loving You Forever, je t'aimerai pour toujours. Mais avant d'esquisser quelques pas de danse, Barack Obama n'oublie pas de saluer le courage des troupes américaines. Merci de vous lever pour nous. Merci de nous rendre forts. Merci de nous rendre toujours fiers. Plus tôt dans la journée, le président américain abandonne sa limousine pour se mêler à la parade. Michelle et Barack Obama, main dans la main, ont parcouru quelques mètres dans les rues de Washington, sous les acclamations de la foule. C'était génial, vraiment génial. L'atmosphère est tellement électrique ici, c'est super d'être là. Environ 1 million de personnes ont assisté à la seconde prestation de serment du président Obama. Cette fois-ci, il innove en prêtant serment sur 2 Bibles, celle d'Abraham Lincoln et celle de Martin Luther King. Paix dans le monde, réduction du déficit, réchauffement climatique, mariage gay. Pendant un discours aux accents kényaniens, le 44e président américain a passé en revue les principaux défis de son second mandat avant une conclusion poétique. Avec des efforts communs et un but commun, avec passion et dévouement, répondons ensemble à l'appel de l'histoire et portons vers un futur incertain la lumière précieuse de la liberté. Merci, que Dieu vous bénisse, puisse-t-il bénir pour toujours ces États-Unis d'Amérique. Reste à chanter l'hymne national. Après Aretha Franklin il y a 4 ans, c'est au tour d'une autre diva noire de s'y atteler, Beyoncé. Américain, Camara qui disait que c'était beau tout ça. Espérons que il change des choses, mais une remarque comme ça, vous voyez pas, je sais pas si un jour on verra un président malien danser avec son épouse, une chanson Je t'aimerai toujours, ça c'est pas culturellement, c'est pas... Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Ouais, quand même, mais c'est le rêve américain. Oui, c'est purement américain, mais à la limite, moi, ce que je retiens en tant que Malien frustré, c'est les symboles. C'est les symboles. C'est très important pour une nation, pour un peuple, d'avoir des symboles, des références et de croire à des choses. Mais vous souhaiterez quoi? Que le président prenne la canne de Sundiata Keita, jure sur... qu'est-ce que vous souhaitez? C'est d'abord que nos politiciens nous fassent rêver, qu'ils nous fassent croire à des choses qui... Voilà. Ok, si on doit en venir à la politique d'Obama, surtout la politique étrangère, Obama 2, qu'est-ce qu'on doit attendre de Obama 2 sur les motifs? Obama lui-même a énoncé trois préoccupations, et la réforme de la santé, les restrictions sur les armes et l'immigration. Je pense que c'est une politique populiste. Il va conduire pour finir et laisser après celui qui va arriver après lui, parce que il ne pourra pas. Les restrictions sur les armes aux États-Unis, il y a un lobbying qui est assez puissant, qui tient énormément aux armes. Okay. La réforme sur la santé est un autre problème qui est lié au lobbying américain, qui sont opposés à cette réforme. Les assurances. Les assurances. Troisième, c'est sur
l'immigration. Et là aussi, c'est le même rêve américain qui consiste à nous faire croire que nos enfants... Il a beaucoup réussi sur ces questions, ne serait-ce qu'en posant le débat, ne serait-ce qu'en parvenant à poser, disons, à faire voter le Obamacare, mais en plus, son parcours milite pour lui. Je me place dans le cadre américain. C'est un avocat qui a renoncé à des millions pour travailler dans le milieu social. Donc, je pense qu'il a les arguments qu'il faut pour faire bouger les choses. Sur les menaces terroristes, quand même, les États-Unis sont présents en Afghanistan. On aurait aimé qu'ils épaulent la France dans l'opération Serval. Ils l'épaulent, oui, effectivement. Ils appuient les Français en logistique, c'est-à-dire leurs avions. Mais il y a certains moyens qui trouvent que ce n'est pas suffisant. Non, en plus, c'est dit que les Américains sont, je m'excuse, les Américains sont carrés. C'est-à-dire leur constitution dit ça, ils ne cherchent pas... En Irak, ils n'étaient pas très carrés. Hein, oui, non, je veux dire... ils étaient directement visés en Irak. Oui, voilà, c'est ça. Leur argument, est-ce que ça menace les États-Unis d'Amérique? Est-ce que ça menace les États-Unis? Donc, quand ils ne parviennent pas à répondre oui, alors, ils voient pas... Les Français sont là. Les Français, c'est aujourd'hui le médicament des islamistes pour le moment. Donc, il y a la dose qu'il faut. Puis le fait que la France soit en première ligne, justement, permet aux États-Unis de rester en retrait, d'apporter un soutien bienveillant. Par contre, on peut espérer qu'après les élections, ils mettront le paquet, notamment avec la reprise de la coopération civile et peut-être militaire. Absolument. Voilà, c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Souris de Moti du journal La Nouvelle Patrie, Alexis Calambri des Échos, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. Pensée spéciale aux téléspectateurs de Tombouctou, Gao, Kidal, pour qui l'horizon commence à s'éclaircir. À dimanche prochain, Inch'Allah.